Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable, De la forêt à la table. Vous écoutez le 8e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Ligny et je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau modèle d'affaires qui commence à prendre de plus en plus de place dans notre industrie. Les centres de bouillage. Même si c'est assez simple de comprendre ce que c'est probablement moins clair de savoir comment ça marche. Pour nous aider à comprendre le fonctionnement, l'utilité et aussi les enjeux de la mise en place de ce nouveau modèle d'affaires, on est allé demander à Gino Pinette, propriétaire d'un centre de bouillage, et à un de ses clients, le producteur acéricole Mathieu Roberge, de nous éclairer sur le sujet. Nous, l'idée a commencé du centre de bouillage avec mon partenaire Yannick. Lui, il s'est ramassé avec un érablière, plus de cabane à sucre. Puis moi, mes installations n'étaient pas assez grosses pour accueillir toutes ces érables chez nous. L'idée nous avait déjà effleuré l'esprit. En plus, j'avais un voisin qui était en démarrage, qui n'avait pas de cabane à sucre. Fait qu'on a décidé de créer un centre de bouillage. On a acheté une grosse évaporateur électrique. Puis on a dit, on va offrir le service à forfait d'évaporation pour le monde qui va en avoir de besoin. Fait que ça a commencé comme ça. Nous autres, on est dans le centre du Québec. Notre entreprise est dans la municipalité d'Erlangen, qui fait partie de la région de Chaudière-Appalaches. À notre 4e année, quand on a bâti notre entreprise, on avait déjà plusieurs demandes, surtout du monde en démarrage, plein de clients qui avaient entendu parler de nous autres. Donc, on a rentré des clients avec nous autres dans notre nouvelle entreprise avec un évaporateur. On a monté à environ 50 000 en taille. La 2e année, on frôlait le 100 000 en taille. On avait rentré notre 2e évaporateur. Et la 3e année, on dépassait le 110 000 en taille. Donc, on avait besoin de notre 3e évaporateur. L'an passé, on tournait à l'entour de 125 000 en taille. Puis cette année, on frôle le 150 000 en taille dans notre entreprise. Donc, tout ça part d'un besoin, qui clairement n'était pas seulement leur besoin. Mais quand on a l'idée de mettre en place un centre de bouillage, on s'installe où? Dans une ville? En forêt? Ou dans un parc industriel? Nos érablières sont dans la municipalité de Saint-Ferdinand. Quand on a débuté le projet, il y a un comité de promotion économique qui aide les entreprises à démarrer, à s'installer. Donc, on est allé les rencontrer. On a dit, on a un projet d'une usine pour faire du sirop d'érable, puis on voudrait s'installer dans le centre industriel de Saint-Ferdinand. Puis, il n'y avait rien à faire. Ils voulaient pas. Il y avait l'impression qu'on se construisait une cabane à sucre. Ils voulaient pas une cabane à sucre dans le centre industriel. Ils voulaient des industries. Ils voulaient pas une cabane à sucre. Ils voyaient pas l'ampleur que ça aurait, la grosseur que ça aurait. Ils étaient convaincus que c'était juste une cabane à sucre. Puis une cabane à sucre, ça va pas dans un centre industriel. Qu'est-ce qui différencie notre centre de bouillage d'une cabane à sucre? Il n'y a pas le côté folklorique. C'est pas le petit évaporateur avec la famille. C'est vraiment une industrie. Quand on rentre dans notre centre de bouillage, c'est une industrie. C'est une grosse shop. On a 3 évaporateurs électriques, une en arrière de l'autre. C'est vraiment gros. On a une grosse salle de réception pour accueillir l'eau d'érable. Tout est en plastique blanc. C'est vraiment une industrie. Là. C'est vraiment une usine pour produire à grande échelle du sirop d'érable. On peut pas appeler ça une cabane à sucre. Quand on a commencé notre centre de bouillage, on voulait vraiment être premièrement alimentaire, puis deuxièmement, on voulait faire ça professionnel. Finalement, Gino et son associé Yannick ont acheté un terrain pour loger leur centre de bouillage. Et à leur grande surprise, ils ont réalisé que d'autres acériculteurs du coin avaient les mêmes besoins qu'eux.
La base de clients s'est créée d'abord en faisant du bouillage à forfait, où les acériculteurs récupèrent leurs barils de sirop d'érable. Mais ça n'a pas tardé que ça a été plus avantageux de passer à un autre modèle, l'achat d'eau d'érable. Dans ce modèle, les centres de bouillage prennent l'entière responsabilité de la transformation et de la gestion des barils. Chez nous, quand les gens arrivent, maintenant, tout le monde est en achat d'eau. Tous les nouveaux clients sont en achat d'eau. Puis comme de la manière qu'on l'amène, c'est vraiment avantageux pour eux autres. Dès que l'eau est finie de vider chez nous, c'est nous qui prenons complètement l'eau d'érable en charge. On est capable de l'osmoser. Il y en a qui amènent l'eau brute chez nous. C'est nous autres qui l'osmose. Donc, on s'occupe de l'osmoser. On s'occupe de l'évaporation. Ensuite, on s'occupe des classements, de l'acheminement au PPAQ finalement. Fait qu'on s'occupe vraiment de tout de A à Z. Le client, il n'a plus besoin de gérer autant les classements que ses barils, que le retour des barils. Dans le temps des sucres, on voit les clients presque tous les jours. Donc, on est capable de leur parler de leur qualité d'eau. En plus, lorsque les clients viennent porter le eau d'érable chez nous, on est toujours avec eux lorsqu'ils arrivent. On vérifie la quantité. Premièrement, le galonnage est compté parfaitement. Le Brix est compté, est vérifié en temps réel. On a des Brixmètres en temps réel qu'on voit le Brix lorsque l'eau arrive. Puis maintenant, on a même mis une sonde de température qu'on voit la température de l'eau. Donc, si quelqu'un arrive avec de l'eau trop chaude, on va savoir qu'on peut avoir un problème. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va parler avec notre client. Peut-être que vous vous demandez comment ça fonctionne au PPAQ en écoutant ça. C'est simple. Concrètement, il y a un transfert de contingent qui est fait. Donc, le producteur-vendeur d'eau d'érable transfère son contingent à l'acheteur, le centre de bouillage, qui transforme l'eau et livre le sirop d'érable par le biais de l'agence de vente des PPAQ. Il y a aussi plusieurs avantages à utiliser ce service, qu'on soit en démarrage ou pas. L'avantage chez nous, surtout pour les acériculteurs qui sont en démarrage, c'est plus dur parce que ils n'ont pas des gros contingents. Puis lorsqu'on va au PPAQ, souvent, on était payé plus dans le temps. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. On était payé à 75% de la production qu'on faisait chez nous. Dès que la saison est terminée, le client qui vient chez nous, toute l'eau qui est amenée est toute rentrée dans nos registres. Il est payé à 100%. Donc, quand ils ont des investissements à faire, donc quand ils ont des paiements de terre, des paiements d'installation, les clients sont vraiment contents d'être chez nous parce que ils ont un revenu assuré. Ils savent exactement comment ils vont en voir en fin de saison. Chez nous, il y a beaucoup de démarrage d'entreprises. Les gars qui commencent, ils ont des nouvelles terres, là, faut qu'ils bâtissent des cabanes, faut qu'ils achètent des évaporateurs. Quand les clients viennent chez nous, c'est des choses qu'ils n'ont pas besoin d'avoir. Fait que les clients aiment vraiment ça. Ils ont juste besoin de se faire des stations de pompage. Fait que ça fait des charges beaucoup moins grandes à absorber. Et puis, il y a aussi les gros joueurs qui, comme partout, on le sait, il y a un manque de main-d'œuvre. On vient vraiment pallier au manque de main-d'œuvre. Quelqu'un qui aurait une grosse érablière, il est capable de s'occuper de son boisé, de sa réception d'eau, puis ensuite, il vient livrer son eau chez nous, puis il n'y a plus de casse-tête. Là. Il est capable, lorsque la journée est terminée, de s'occuper de sa famille. Il n'a pas besoin d'aller bouillir jusqu'à 2 heures du matin. Le travail se fait à deux, et ça devient pratiquement 2 métiers différents. Et c'est pas de trop, parce que tout le monde sait que la saison des sucres peut être très prenante. Un producteur comme Mathieu Roberge, passionné de la forêt, peut alors se concentrer sur l'aménagement, l'entretien et la récolte d'eau d'érable, particulièrement dans le temps des sucres, un moment où la plupart des acériculteurs doivent passer beaucoup de temps dans la cabane. Les avantages, c'est qu'on a vraiment plus de temps pour nous là, dans le temps des sucres, là, puis on a plus de temps à investir dans le bois, justement, pour récolter le maximum d'eau qui passe, là, parce qu'on n'est pas occupé en train de bouillir à la cabane. Fait qu'on peut vraiment marcher notre forêt, là, puis faire les fuites. Puis ça demande un investissement pas mal moins élevé, là, parce que bien sûr, on n'a pas de cabane à sucre à construire. Ça peut être juste une petite cabane pour récolter l'eau d'érable, mettre notre pompe vacuum, un petit peu des équipements qu'on a de besoin. Ça peut être un conteneur. Fait que les frais sont vraiment beaucoup moins élevés que construire une cabane à sucre au complet. Puis en plus de l'équiper, c'est plus simple.
Puis dans mon cas, je trouve que c'est peut-être même plus payant là, aussi là, de faire ça parce que ça nous permet de continuer à travailler quand même sur notre emploi régulier. Moi, dans le fond, je m'occupe de mon érablière, de faire l'entaillage. Je récolte mon eau dans mes bassins. Je mets ça dans un réservoir qui est d'une remorque. Fait que j'amène ça au centre de bouillage. Puis, rendu un coup qu'elle est déchargée au centre de bouillage, ben là, mon eau, elle se trouve être comme vendue là, à l'acheteur. Fait que moi, c'est ça, dans le fond, je me concentre vraiment juste à mon érablière, à récolter l'eau. Là, quand la goutte d'eau elle passe, là, je m'arrange pour la récolter parce qu'elle ne passe pas 2 fois, puis je m'arrange pas de l'échapper à terre. L'amener au centre de bouillage le plus rapidement possible pour qu'elle se réchauffe. Puis après ça, à la fin des sucres, ben c'est le centre de bouillage, dans le fond, qui me paye mon eau là, que j'ai amené pour la saison, en fonction des volumes que j'ai amenés, tout autre bris là, qu'il y avait dans mon eau. Je suis technicien forestier, fait que en astériculture, il y a des gars de bois, il y a des gars de cabane, il y en a qui sont les deux, là, tu sais. Mais moi, je suis un gars de bois. Moi, m'occuper d'une presse à sirop, d'un évaporateur, là, je suis pas intéressé à faire ça. Puis il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Fait que moi, j'aime autant mieux laisser ça à d'autres personnes, puis juste m'occuper de faire les fuites, de mon entaillage, des entaillages, puis de transporter mon eau. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. T'sais, moi, je lève mon chapeau là, à ceux qui font tout de A à Z, là, les astériculteurs là, qui entaillent, puis qui font une fuite, puis qu'ils bouillent, puis qu'ils trimballent le baril, puis ils font tout. C'était vraiment beaucoup d'ouvrages. Puis c'est tout un art, faire du sirop. Là, fait que ça prend quand même des bonnes connaissances là, pour faire du bon sirop. Et le centre de bouillage, comme l'a dit Gino Pinette plus tôt dans l'épisode, paie 100% de l'eau d'érable. Une façon de faire qui peut être un levier, même pour les plus petites érablières, celles qui sont en démarrage et même celles qui, comme Mathieu, ont fait le choix de s'investir davantage dans la forêt pour obtenir le meilleur rendement possible. Moi, j'avais choisi le modèle là, d'aller vers le centre de bouillage. J'avais lu un article il y a quelques années, là, je me souviens pas à quel endroit, mais c'était deux gars dans Beauce qui avaient les 3000 entailles, puis il y en a un qui faisait tout. Là, dans le fond, il entaillait chez lui, il récoltait l'eau, il bouillait chez lui. Puis l'autre, il y avait 3000 entailles, puis lui, il entaillait, il récoltait l'eau, mais il vendait son eau. Puis il disait dans l'article, les deux, ils regardent à la fin de la saison, puis ils regardent le revenu net. Puis c'était sensiblement la même affaire. Parce qu'il y en a un qui avait beaucoup de dépenses quand même pour sa cabane à sucre, puis son huile, puis tout ça. Puis l'autre, il y avait moins de dépenses. Fait que quand il regardait le revenu net, c'était sensiblement la même affaire. Puis celui-là qui faisait juste vendre son eau, ben, il disait, en plus, moi, je peux continuer encore à travailler où que je suis pas obligé de prendre du sans-sol dans le temps des sucres parce que récolter l'eau, ça implique moins de temps, disons, à l'érablière que s'il ferait tout là, de A à Z. Là. Au niveau financier, là, c'est quand même très intéressant là, pour moi parce que là, en vendant mon eau comme ça, ben c'est toute ma récolte d'eau qui est payée carrément à 100% par l'acheteur. Tout de suite après la saison des sucres, là, on est pas mal tout le temps payé à 100% là. Puis même s'il y a des primes qui est offertes là, par l'acheteur de sirop, là, des fois ça arrive qu'il y a des primes. Même notre acheteur d'eau, là, il nous transfère une partie de la prime aussi. Puis, souvent, il nous rembourse aussi notre frais de certification biologique. Fait que moi, comme ça me permet d'avoir un revenu tout de suite puis de ne pas avoir non plus de facture de bouillage. Pour plusieurs, choisir ce type de modèle permet d'assurer une stabilité financière. Il peut aussi convenir à ceux et celles qui pratiquent un autre métier, qu'il soit relié ou non au domaine acéricole. Ce modèle peut aussi convenir à plusieurs travailleurs et familles en se concentrant sur un seul aspect de la production de sirop d'érable. Depuis que je suis en vente d'eau, là, le plus tard que j'arrive à la maison, là, c'est 7 heures le soir, parce que je l'ai voulu. Là. Parce que sinon, je cite pour souper à tous les soirs. Là, moi, dans mon cas, là, quand mettons, la saison elle se passe bien, là, qu'il n'y a pas rien d'exceptionnel, là, je fais des voyages d'eau des fois le matin, de l'eau que j'ai ramassée un petit peu le soir, la veille ou durant la nuit. Fait que je fais des voyages le matin. Des fois, je vais faire ma journée d'ouvrage en forêt. Puis, à la fin de l'après-midi, je reviens à l'érablière, puis je refais des voyages d'eau en fin de journée. Fait que je m'en viens souper à la maison si tout va bien. Fait que c'est moins prenant.
Puis aussi, j'ai des capteurs en forêt là, pour mes vacuums sur toutes mes mains, des capteurs de niveau de bassin. Je peux partir mon vacuum à distance. Fait que c'est tous des trucs que je suis capable un petit peu de gérer l'érablière étant loin parce que j'habite pas sur l'érablière. Fait que ça me permet ça, d'avoir plus de temps libre, disons, à la maison ou à faire d'autres choses. Parce que quand la saison avance, maintenant, nos fuites sont faites, puis le vacuum est bon, puis tout est correct. Là. On peut être moins présent, disons, à l'érablière là, à ces moments-là. Là. Mais être juste un gars de bois ou juste un gars de cabane, est-ce que ça fait de toi un acériculteur? Notre invité se le demande parfois. Parce que des fois, je me sens pas tout à fait acériculteur à 100% parce que je bouille pas, tu sais. Fait que là, je me fais demander du sirop, ben j'en ai pas. Moi, je vends mon eau, là, tu sais. Fait que j'en ai pas de sirop. Je suis acériculteur, mais j'ai pas de sirop. Ça fait drôle, là, tu sais. La question se pose, doit-on vraiment s'occuper de toutes les étapes pour dire qu'on est un acériculteur? Aujourd'hui, avec la croissance de l'industrie, les différentes tâches évoluent. Et pour nous, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, nos deux intervenants sont des acériculteurs. Et peut-être que dans les prochaines années, on verra apparaître des titres de postes différents, comme gestionnaire acéricole, transformateur acéricole, ouvrier, aménagiste acéricole, qui sait. On espère que vous avez aimé entendre l'histoire de Gino et de son modèle d'affaires, et que vous comprenez les raisons qui font que Mathieu a envie de continuer à participer à ce modèle. Si jamais vous décidez de faire le changement vous aussi, on veut le savoir. Si vous avez aimé le balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions et vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Mathieu et vous venez d'écouter le dernier épisode de la 2e saison du balado La Station Acéricole. On vous remercie d'être à l'écoute et on se retrouve l'automne prochain pour la 3e saison.